compte d'un monastère datant de la deuxième moitié du XVe siècle. C'est bien ce qui me semblait. Les décrets ont un intérêt plus politique que religieux. À ne pas mettre entre les mains de n'importe quel historien. Que se passe-t-il? Je suis navré de vous déranger, messieurs, mais l'inspecteur Hopkins désire vous voir. Eh bien, entrez, inspecteur Hopkins, approchez-vous du feu et chauffez-vous les pieds. J'espère que vous ne nourrissez pas de mauvais desseins contre nous par une telle nuit, inspecteur. Je vous présente mon frère Mycroft. Vous ne vous étiez jamais vu, je crois. Je m'en souviendrai, vous pensez bien. Permettez-moi de vous serrer la main, monsieur. Plaît-il? Bien sûr. Madame Hudson a un excellent remède de saison, constitué d'eau brûlante et d'un citron. Oui, et je vais mettre l'eau à bouillir pour vous, inspecteur. Cela vous évitera le coup de froid. Merci, madame Hudson. Et où est le docteur Watson? Oh, en consultation. Avec ce temps effroyable, les gens en sont à faire la queue devant chez lui, paraît-il. Ils perdent leur temps. Les seules prescriptions que connaissent ce cher Watson, ce sont les cachets d'aspirine et la soupe aux poireaux. Monsieur Holmes, vous dites ça parce qu'il est votre ami et qu'il vous manque, et vous le savez. Un cigare? Non, non, merci. Mais l'affaire doit être importante pour vous faire sortir sous ce déluge. Elle l'est, effectivement. Avez-vous lu le papier sur l'affaire Yoxley dans le journal? La seule chose que j'ai lue remonte au XVe siècle. Nous avons déchiffré un palimpseste âgé de 500 ans. Palimpseste? Ça suffit, au diable le passé. Vous nous avez apporté des nouvelles fraîches de notre XXe siècle. Bon, ce n'est jamais qu'un entrefilet fourmillant d'erreurs. Vous n'avez pas raté grand-chose. Je meurs d'impatience de l'entendre, inspecteur. Et ça s'est déroulé dans le Kent, à environ 7 km de Chatham et 3 km de la voie ferrée. Ah. On m'a averti par télégramme à 3h15. J'étais à Chatham à 5h précises. J'ai mené mon enquête. J'étais de retour à Charing Cross par le dernier train et je suis venu directement chez vous. Ce qui me laisse supposer que vous êtes dans le Vague. Cette affaire est embrouillée. J'y perds mon latin. Je n'arrive pas à mettre la main sur un mobile, monsieur Holmes. Pourquoi voulez-vous un mobile à tout prix? Un homme est mort, il n'est pas possible de le nier. Mais je ne discerne absolument pas pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir l'assassiner. Racontez-moi tout. Voilà quelques années, Yoxley Old Place a été racheté par un vieux monsieur qui s'est présenté comme le professeur Coram. Il est infirme et garde le lit à moitié du temps. L'autre moitié, il la passe à boitiller autour de sa maison avec une canne ou dans une chaise roulante poussée par son jardinier. Décidément, faut tout vous dire, Mortimer. Bon, faites attention. Allez-y doucement. Doucement. Attendez. Où est mon secrétaire, Madame Marker? Le professeur écrit un précis de religion et il a trouvé utile l'an dernier d'engager un secrétaire, Monsieur Willoughby Smith, un jeune homme directement issu de l'université. L'individu prêt à accepter les doctrines du monophysisme est amené par la force des choses à remettre en question la théologie chrétienne. En évoquant... Oui. En évoquant... Ou en incitant. C'est vous qui écrivez le livre, moi. Répondez. Vous, bien sûr. En évoquant... À première vue, Smith était un jeune homme sérieux, bien élevé, et a priori sans point faible. Pourtant, c'est ce garçon qui a trouvé la mort ce matin dans le bureau du professeur, et les circonstances indiquent formellement qu'il s'agissait d'un meurtre. Meurtre? Willoughby Smith serait donc mort assassiné, d'après vous. Continuez. Votre citron chaud, inspecteur. Oh, merci, Madame Hudson. Un brave garçon sans le moindre ennemi au monde. Madame Hudson, vous êtes encore dans nos jambes. Mais lorsque vous nous dites aucun point faible, qu'entendez-vous exactement? Nous avons tous des vices de quelque nature qu'ils soient. Le fait est que je n'ai rien trouvé contre ce jeune homme, ni dans son enfance à Uppingham, ni au cours de ses études à Cambridge. Si ce n'est qu'il appréciait un verre ou deux. Quoi de plus naturel? Et qu'il avait un penchant pour les jolies femmes. Chacun ses goûts. Il était peut-être détenteur d'un lourd secret. Smith ne connaissait personne dans le voisinage. Il paraît qu'il vivait comme son vieux maître. Le professeur est plongé dans son travail et rien d'autre n'existe pour lui. Un homme comme tu les aimes, Sherlock. À part les personnes que vous venez de mentionner, qui d'autre peut-on trouver à Yoxley? Une vieille gouvernante, Madame Marker, et une jeune bonne, Suzanne Tarleton. Qui a trouvé le corps? La bonne, Monsieur Holmes. Elle était occupée dans une des chambres du haut lorsqu'elle a entendu un cri.
D'après son récit, quand elle est entrée dans le bureau, Smith était allongé sur le sol, blessé à mort. Selon elle. Le professeur. Professeur. C'était bien elle. La bonne est prête à déposer sous la foi du serment que ce furent ses dernières paroles. Le professeur, c'était bien elle. Je vous ai fait un plan sommaire. Il devrait vous donner un aperçu général de l'emplacement du bureau du professeur ainsi que Merci. des autres lieux intéressants. Je vous le répète, ce plan ne se réfère qu'aux endroits qui me semblent essentiels. Bien. Et comme vous le voyez, il y a 2 couloirs qui partent du bureau. L'un mène directement à la porte de service, derrière la maison, et l'autre à la chambre du professeur au rez-de-chaussée. 2 couloirs formant un angle à 90 degrés et dont l'intersection se trouve devant le bureau. Bon, premier point, en admettant que l'assassin venait d'extérieur, par où est-il entré? En toute logique, par l'allée du jardin menant à la porte de service, d'où l'on peut accéder directement au bureau via le premier couloir. Exactement. Et il s'est probablement enfui par le même chemin, puisque sur les 2 autres sorties potentielles, l'une était bloquée par la bonne qui accourait vers le bureau, et l'autre mène tout droit dans la chambre du professeur. Votre assassin n'aurait-il pu s'échapper par la fenêtre du bureau? Celle-ci était fermée de l'intérieur. Je vois. Ce mystère était pour moi une excellente occasion de mettre vos théories en pratique. J'ai concentré mon attention sur le jardin et l'allée menant à la porte de service. Un excellent terrain détrempé par une pluie récente. Et malgré cela, aucune trace de pas n'était visible. En revanche, il est incontestable que quelqu'un avait longé cette allée en marchant dans les massifs qui la bordent de chaque côté. L'assassin a pris cette précaution afin de ne laisser aucune trace. Avez-vous trouvé des empreintes de pas? Non, malheureusement. Mais l'herbe était couchée par endroits. Et ce ne pouvait être que l'œuvre de l'assassin dans la mesure où ni le jardinier ni personne d'autre n'était passé par là ce matin. Et que la pluie n'est tombée qu'au cours de la nuit. Bravo, inspecteur. Je savais que vous apprécieriez mes déductions, monsieur Holmes. Ces empreintes dans l'herbe mouillée, dans quel sens vont-elles? Je serais incapable de vous le dire, elles n'ont pas de contour. Depuis lors, la pluie n'a pas cessé de tomber, la tempête de souffler. Autant dire qu'elles seront plus difficiles à déchiffrer que notre palimpseste. Ensuite, inspecteur, qu'avez-vous fait au moment où vous avez été certain de ne plus être du tout certain de rien? Bien, en vérité, monsieur Holmes, j'ai tout de même acquis quelques certitudes. Une personne s'est introduite dans la maison avec maintes précautions. Il y a aussi les dernières paroles de la victime. Et pour terminer, voici une pièce à conviction très importante que le mort serrait dans sa main droite crispée. Willoughby Smith avait une excellente vue. Il ne fait aucun doute que ce pince-nez a été arraché au visage ou sur la personne de l'assassin. La personne en question est une femme. Mycroft. Une déduction plausible étant donné sa délicatesse. D'autant plus si l'on en croit les paroles prononcées par ce garçon avant de mourir. La monture est des plus élégantes, en or massif, et d'une force exceptionnelle. Une myopie aussi prononcée a des conséquences. Une femme dont la vision a été tellement réduite toute sa vie possède très certainement des particularités physiques en rapport avec sa vue. Des épaules voûtées,
Le regard scrutateur, le front plissé. Cette monture a été récemment réparée. J'avais l'intention d'effectuer une tournée des opticiens de Londres. Il y a un train pour Chatham qui part de Charing Cross à 6 heures, monsieur Holmes. Aussi le prendrai-je. D'autres éléments à nous communiquer sur cette affaire, inspecteur? Je crois que vous en savez autant que moi. Peut-être même plus. Possible. Possible. Ce qui me tourmente, c'est le manque de mobile pour ce crime. Un homme a été sauvagement assassiné, monsieur Holmes, et personne n'est à même de savoir pourquoi. Qui a prévenu les autorités locales? Mortimer, le jardinier, un simple d'esprit. Lorsqu'ils ont réalisé que le cas relevait de Scotland Yard, l'agent chef m'a fait convoquer. Pardon, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Je vous en prie, c'est par ici. Oh, laissez, officier, ces messieurs sont avec moi. Et mis à part ce coupe-papier terrifiant et le pince-nez en or, est-ce que d'autres objets ont été déplacés ou retirés de cette pièce depuis le Non, monsieur Holmes, chaque chose est restée en place. Et l'emplacement du corps? Le jeune homme était allongé ici. Le coup a été porté par la droite sur la carotide. Derrière. En avant. Admirable, inspecteur. Et ce bureau? Le professeur m'assure qu'il n'y manque rien. Je suis persuadé qu'il n'y a pas eu vol en plus du crime. Pourquoi ne m'avez-vous pas signalé ceci, Hopkins? Non, mais j'avais remarqué cette éraflure, mais il est fréquent d'en voir autour d'une serrure. Celle-ci est toute fraîche. Très fraîche. On aperçoit le vernis, là, comme la terre de chaque côté d'un sillon. Est-ce si important? C'est la loupe de père que vous avez là. Il vous en a fait cadeau? Je plaisantais, excusez-moi. Quelle fut la dernière personne à entrer dans cette pièce avant le meurtre? Moi. La gouvernante de maison. Je sais. Je vous en prie, asseyez-vous. Je préfère rester debout. Vous avez certainement entendu parler de monsieur Sherlock Holmes. Non. Cela n'a guère d'importance. Vous étiez donc dans cette pièce peu de temps avant le meurtre? Je m'y trouvais un quart d'heure avant. Pourquoi? Pour faire mon travail, monsieur Holmes. Je veille à ce que ce bureau soit toujours aussi ordonné que possible. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et vous étiez seul? Toujours. Je ne viens jamais lorsque le professeur travaille. Autant que je sache, M. Smith était occupé à l'étage à ce moment-là. En fin de compte, vous ne l'avez pas vu du tout. Non, je ne l'ai vu qu'une fois. Après... J'avais terminé mon travail ici. Je préparais le déjeuner du professeur. Lorsque j'ai entendu ce cri, et le temps que j'arrive jusqu'au bureau, M. Smith était déjà mort. Vous n'avez donc pas entendu ces dernières paroles? Je n'ai rien entendu à part cet effroyable cri. Réveillez-vous, Mycroft! Qu'avez-vous fait ensuite? Je suis allé voir le professeur dans sa chambre. Il était très agité. Il en avait assez entendu pour savoir qu'un drame s'était produit. Avez-vous épousseté ce bureau ce matin? Oui, je l'ai fait. Et avez-vous remarqué cette éraflure près de la serrure? Non, je n'ai rien vu. Je vous crois aisément, Madame Marker, sans quoi votre plumeau aurait balayé ces copeaux de vernis. Où est la clé? Le professeur la porte au bout d'une chaîne. Il l'a constamment? Constamment.
Excellent, excellent. Je dois m'occuper du déjeuner, Nous semble inspecteur. progressons. Ce sera tout. Oui, merci, Madame Marker. Auriez-vous la gentillesse de dire à la femme de chambre que nous l'attendons? Certainement. Voyons voir. Quel trésor se cache ici? Créances, factures, bof. Mycroft, venez voir. Qu'est-ce que c'est? Une note sur l'agenda de Willoughby Smith à la date d'aujourd'hui. Abbaye 7:30. Comme c'est curieux. Je crois pouvoir éclairer votre lanterne. Le professeur Coram écrit un livre sur les premiers hérétiques chrétiens. Et il y a bon nombre d'abbayes en ruine dans la région, à des distances raisonnables d'ici. Bien, mais abbaye suivie de 7:30. Pourquoi 7:30? Vous pouvez entrer, mademoiselle, je vous en prie. Asseyez-vous. Monsieur Holmes est un détective de Londres. Pourriez-vous lui répéter tout ce que vous avez vu et entendu hier matin? C'est arrivé entre 11h et midi. Le professeur Coram dormait encore. Lorsque le temps est mauvais, il se lève rarement avant midi. Madame Marker s'occupait du déjeuner à la cuisine. Et vous? Maintenant, regardez-moi. Et où étiez-vous? J'étais montée à accrocher des rideaux dans une pièce au premier étage. Monsieur Smith travaillait dans sa propre chambre. À un moment, je l'ai entendu sortir, prendre le couloir et descendre ici. Comment saviez-vous que c'était Willoughby Smith? Parce qu'il avait un pas facile à reconnaître. Je ne l'ai pas entendu refermer la porte du bureau. J'ai cru qu'il allait chercher quelque chose. Mais à peine venait-il d'entrer qu'il a poussé ce cri effrayant. Un hurlement à vous donner des cauchemars. Si étrange et si irréel qu'il aurait pu être poussé indifféremment par une femme ou par un homme. Je suis descendue en courant. J'ai trouvé Willoughby étendu sur le sol. J'ai vu le sang. J'avais du mal à réaliser. Je le croyais mort quand... Il a ouvert les yeux. Et il m'a parlé. Il m'a dit... C'était bien elle. Le professeur, c'était bien elle. Oui. Quelle phrase ambiguë. Quel en est le sens, d'après vous? Je n'en sais rien. En êtes-vous sûr? Je n'en sais rien. Comment le saurais-je? Quelqu'un aurait-il pu s'enfuir par la porte de service après que Smith ait crié? S'il y avait eu quelqu'un dans le couloir, je l'aurais vu, même avant de descendre. Et personne n'a ouvert la porte, sans quoi je l'aurais entendu. Merci. Mycroft, inspecteur. Peut-être a-t-il été victime d'une querelle d'amoureux? Le mystère perdrait de son charme. Les 12 coups de midi vont bientôt sonner. Le professeur est toujours dans sa chambre. Il ne l'a pas quitté depuis hier matin. C'est le moment de nous le présenter. Ah! Qu'y a-t-il, monsieur Holmes? Nos deux couloirs sont recouverts des mêmes tapis en fibre de coco. J'avais remarqué. Merci, monsieur. Ça vous inspire? Ce détail me semble des plus suggestifs. En vérité? Entrez. Fermez la porte, Hopkins. J'ai les bronches fragiles qui ne supportent pas les courants d'air.
L'un de vous, messieurs, doit être Sherlock Holmes. Et voici mon frère, Mycroft. Vous fumez, monsieur Holmes? C'est l'un de mes nombreux vices. Oh, Alexandrie. Oui, prenez donc une cigarette. Merci. Elles sont faites spécialement pour moi par Ionodis. Il m'en envoie 1000 à la fois. Et je regrette d'avoir avoué que j'achète un supplément de provisions tous les 15 jours. Monsieur... Merci, non, vous êtes gentil, je préfère ceci. Le tabac et mon travail. Voilà tout ce qui me reste. Le tabac et mon travail. Et aujourd'hui, il n'y a plus que le tabac qui aurait pu prévoir une pareille catastrophe. Bien sûr, monsieur Holmes, qu'après quoi, 2 ou 3 mois de mise en condition, il était devenu un collaborateur admirable. Que pensez-vous de cette affaire? Je ne me suis pas encore fait d'opinion. Vous devrez beaucoup si vous parveniez à éclairer ce qui nous paraît si obscur. Un coup pareil est très paralysant pour un vieux rat de bibliothèque, impotent et infirme comme moi. Vous ne pouvez donc pas continuer votre travail, professeur? Hélas, j'ai même l'impression d'avoir perdu la faculté de penser. Oh, Dieu. Mon magnum opus. Mon analyse de documents trouvés dans les monastères coptes de Syrie et d'Égypte. Avec ce travail, j'espérais bouleverser les fondations de la religion révélée. Et tout cela a l'air passionnant. Mais étant donné ma faible santé, rien ne dit que j'aurai la force de le mener à bien sans mon collaborateur. Je ne vous ferai pas subir l'ennui d'un trop long interrogatoire. Permettez-moi simplement de vous demander ce que, à votre avis, Willoughby Smith exprimait dans ses dernières paroles. Le professeur, c'était bien elle. Suzanne, une jeune fille de la campagne, monsieur Holmes. Je présume que vous connaissez l'immense stupidité de ces gens-là. J'imagine que le pauvre homme a murmuré quelques mots incohérents qu'elle aura transformés en un message farfelu. Vous n'avez aucune explication personnelle sur ce drame à nous proposer? Peut-être bien. Pas que ceci reste entre nous. Cela n'engage que moi. Je suis d'avis qu'il s'est suicidé. Suicidé? Oui, un jeune homme expose rarement ses peines, monsieur Holmes. Une affaire de cœur, pourquoi pas, dont personne n'aurait eu vent. Ça me paraît plus plausible que la théorie du meurtre. Que faites-vous du pince-nez? L'éventail, les gants, les lunettes. Dieu seul sait quel objet peut avoir valeur de symbole aux yeux d'un homme sur le point de mettre un terme à sa vie. Il est plus que temps de vous laisser. Mon raisonnement vous paraît sans doute infantile, mais je crois cependant que Willoughby Smith est mort parce qu'il le voulait. Willoughby Smith a été égorgé. J'écarte d'office le suicide. Je suis d'accord sur ce point. La théorie du professeur n'a donc aucun intérêt. Cher inspecteur, pourriez-vous avoir l'extrême gentillesse de me prêter votre fiacre et son cocher pour aller jusqu'à la gare? Étant donné que je dois retourner en ville, je vais me faire un plaisir de vous y conduire moi-même. Oh, vous êtes très aimable. Je crois pour ma part que vous devriez essayer ceci. C'est beaucoup plus évocateur que vos cigarettes, fussent-elles d'Alexandrie. Vous vous rappelez ce que disait toujours papa lorsque nous étions jeunes? Faites abstraction de l'impossible, et quoi qu'il demeure, aussi improbable que cela puisse vous paraître, vous pouvez l'appeler vérité.
Je ne sais plus quels étaient ces mots exacts. Mais cela s'en approche. Bien, rendez-vous à Londres. Dieu nous dise. Je ne remarque pas quelque chose qui pourtant me dévisage. Et cela concerne toutes les femmes, la vôtre aussi. Donnez-lui ces informations. Ouais, merci. Ça l'intéressera sûrement. L'égalité des selles, Non, mais mauvaise nouvelle, monsieur, il n'y a plus de train pour Charing Cross avant 19h. Vous auriez pu au moins consulter l'indicateur des chemins de fer avant de me traîner dans ce coin perdu. Je sais, monsieur, je suis désolé. Un moment, inspecteur. Londres peut bien attendre. Nous devrions reprogrammer notre départ plus tard dans la soirée et assister à un meeting politique. Nous attendons toujours réforme après réforme. Nous ne devrions pas encourager ces femmes, monsieur Holmes. Ce sont des bandits en jupon. Organisé par mademoiselle Abigail Crosby. La réunion se déroulera dans la salle paroissiale vers 7h30. Vous vous rappelez, inspecteur, ce qu'avait noté Willoughby Smith dans son agenda? Abbaye suivi de 7h30. Silence, bon sang. Merci, messieurs, de vous montrer aussi délicats. Nous attendons toujours réforme après réforme, et jusqu'à ce jour, rien n'a été fait pour améliorer la condition féminine dans la société. L'avenir de notre Angleterre ne repose que sur des épaules masculines, alors qu'à nous, les femmes, nous qui sommes assujettis au quotidien et au même titre aux lois de la nation, on ne nous accorde même pas le droit de voter. Je dois être la meneuse de troupe Abigail Crosby. Femme redoutable. Le droit de vote et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'ils réclameront ensuite? Des femmes policiers ou des femmes politiques tant qu'on y est? À votre place, j'éviterai de fanfaronner. Vous êtes minoritaire ici. Mais taisez-vous, misogyne. Seigneur ou Valmande. Mais le moment est venu de nous demander combien de temps cette situation pourra-t-elle encore durer? Combien de temps supporterons-nous, sans nous défendre, d'être traités comme des citoyens de second rang? Il faut prendre les armes, Abigail. Bouffonnerie. Oh, vous J'aimerais fermez là. vous lire une lettre que j'ai reçue il y a 2 jours, écrite par Madame Garrett Fawcett, nous conseillant de continuer le combat jusqu'à ce que nous ayons enfin atteint notre but. Voilà qui devrait vous intéresser, inspecteur. Voyez-vous ça? Mycroft. De part et d'autre, ceux qui seraient en position de faire avancer les choses sont atteints de surdité. Ils nous répondent que le pays a des préoccupations plus importantes que le vote des femmes. Seulement dites-moi, que peut-il y avoir de plus important que les droits de la moitié de la population? Après tout, notre défunte reine n'était-elle pas une femme? Bravo, Abigail. Bravo. Nous devons lutter. Bon, j'ai eu ma dose d'atmosphère criminelle pour la journée. Vous venez, inspecteur Hopkins? Je ne veux pas rater le dernier train. Je n'en sais rien, et quand je dis rien, c'est rien, je vous le jure. Alors pourquoi pleurez-vous, mademoiselle Tarleton? Ils vont savoir que vous m'avez arrêté. Je ne veux pas d'ennui. S'ils n'ont plus confiance, je serai renvoyée aussitôt. Je vous le demande pour la dernière fois. Est-ce que Willoughby Smith fréquentait la maîtresse d'école, mademoiselle Abigail Crosby? Je n'en sais rien. Si, vous le savez, mademoiselle, et le fait de mentir ne vous sera d'aucun secours. Oui, il la connaissait. On peut même dire qu'il la connaissait bien. Ils se sont sévèrement disputés. Abby, vas-tu enfin m'écouter, s'il te plaît? Ça s'est passé avant-hier soir. Tu perds ton temps avec ces suffragettes. Tu ne t'en rends pas compte? Merci, Willoughby. Ton soutien est plus réconfortant que jamais. Il disait qu'il m'aimait. Qu'il resterait avec moi. Et moi, je l'ai cru. Laisse-moi tranquille. Abby! 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 Ah, ne me touche pas! Très bien, calme-toi. Écoute, je veux simplement te faire entendre raison.
Tu perds ton temps avec ces gens quand tu devrais le consacrer à construire notre avenir. Ça suffit, lâche-moi enfin. Les 3/4 de ces femmes sont des moins que rien. Tu ne devrais pas te compromettre avec des gens de cette condition. Je te rappelle que c'est ma vie. Partant de là, ce que je décide d'en faire et avec qui je le fais ne regarde que moi et moi seule. Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Suis-je bien claire? Tu veux vraiment en arriver là? Rassure-toi, je sais très bien où je vais. Et je n'ai vraiment pas l'intention de t'y emmener. C'est dans cela que l'émancipation de la femme est un progrès. Tu as bu une fois encore. Je t'ai déjà dit de ne pas m'approcher lorsque tu es ivre. Maintenant, vous rejetez les occasions de faire un mariage heureux. Votre chance de connaître le bonheur. Au lieu d'une vie de misérable bas bleu. Je ne veux plus jamais te revoir. Elle est vide. Je crois pour ma part que vous devriez essayer ceci. C'est beaucoup plus évocateur que vos cigarettes, fussent-elles d'Alexandrie. Ils sont allons, dégagez. Laissez passer. Avance, sac à main. Alors. Sa vue est excellente. Mademoiselle Abigail Crosby. Mademoiselle, c'est Monsieur Sherlock Holmes. Je suppose que l'inspecteur ici présent vous a expliqué la situation. Vous connaissez la gravité de votre position. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Tout simplement que je suis innocente du meurtre dont vous m'accusez. Mais vous aviez certains liens avec la victime. Vous considérez cela aussi comme un crime? Nous étions assez proches l'un de l'autre, jusqu'au jour... Jusqu'au jour... Je représentais plus pour lui qu'il ne représentait pour moi. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Mais pour rien au monde, je n'aurais souhaité qu'il lui arrive quelque chose de mal. L'inspecteur m'a appris que vous aviez eu une violente dispute avec Willoughby Smith la veille même de son décès. Des deux côtés, il y a eu des mots déplaisants ce soir-là. Mais à juste titre. Je participe très activement au grand mouvement des suffragettes, ce n'est un secret pour personne. Willoughby pensait, ou sûrement parce que ça l'arrangeait, que mon avenir dans la société, voire ma liberté, était en grand danger. Je lui ai fait comprendre que notre campagne était aussi pacifique que possible. Je n'ai nullement envie de manquer à la loi dans l'intention de la changer, tant qu'on peut faire autrement. Concernant votre bureau au rez-de-chaussée, contient-il quoi que ce soit qui aurait pu éventuellement intéresser quelqu'un? Oh, rien de valeur, autant que je sache. Des papiers de famille, des lettres de ma pauvre femme, des diplômes que diverses universités m'ont fait l'honneur de me décerner. Et voici la clé, regardez vous-même. Du grain à priser. Votre déjeuner, professeur. Vous n'avez pas faim, monsieur?
Trop de cigarettes nuisent à l'appétit. Pour cette même raison, je suppose que le professeur renvoie à la cuisine plus de nourriture qu'il n'en dévore. Dois-je comprendre que vous avez progressé dans vos déductions, inspecteur? Pas moi, professeur. Je ne vois pas bien, monsieur Holmes. En quoi je puis vous être utile à ce stade de l'enquête? J'ai forgé et testé un à un chaque maillon de ma chaîne, professeur Coram, et je sais à présent qu'elle est solide. Vaut-il en venir son charabia? Il y a 2 jours, une femme s'est introduite ici. Elle est venue avec la ferme intention de dérober certains documents se trouvant dans votre bureau. Elle avait une clé à elle. Votre propre clé ne laisse pas apparaître cette légère décoloration que les raflures sur le vernis de votre bureau auraient dû normalement produire. Elle est venue, pour autant que je sache interpréter les faits sans que vous soyez au courant de ses intentions, pour vous voler. Je suis sûr qu'après avoir pisté cette femme jusqu'ici, vous serez également en mesure de nous dire ce qu'elle est devenue. Je vais m'y employer. En tout premier lieu, elle fut appréhendée par votre secrétaire et elle l'a poignardée pour lui échapper. Je considère cette catastrophe comme un accident malheureux. Je suis convaincu qu'elle n'avait nullement l'intention d'infliger une blessure aussi grave au jeune homme. Horrifiée par son acte, elle s'est enfuie comme une folle. Elle s'est précipitée dans le couloir. Malheureusement pour elle, elle avait perdu ses lunettes dans le feu de l'action. Elle a donc pris un couloir s'imaginant que c'était celui par lequel elle était venue. Tous les deux sont garnis du même tapis en fibre de coco. Et c'est seulement lorsqu'il était trop tard qu'elle s'est rendue compte de son erreur et qu'elle a compris que sa retraite était coupée. Qu'allait-elle faire? Elle ne pouvait pas revenir sur ses pas. Elle ne pouvait pas rester où elle était. Il lui fallait continuer et entrer dans votre chambre. C'est bien joli, monsieur Holmes. Seulement, vous croyez que j'aurais pu être couché dans mon lit et ne pas me rendre compte qu'une femme inconnue pénétrait dans ma chambre? Bien sûr que vous l'avez remarqué, professeur. Vous l'avez reconnue à travers ce brouillard que vous entretenez ici. Vous avez parlé avec elle. Vous êtes malade. Vous l'avez aidé à échapper à la police. C'est incohérent. J'aurais aidé cette femme à échapper à la police? Mais où est-elle passée? Où est-elle aujourd'hui? Ici. Où elle est depuis ce soir-là. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais c'est insensé. Je suis ici. J'ai entendu ce que vous disiez. Et je sais que vous avez découvert toute la vérité. Mais vous avez raison, j'ai fait un accident. J'ignorais que j'avais un objet tranchant dans la main. J'avoue que dans mon désespoir, j'ai saisi quelque chose au hasard. J'ai dû le frapper pour qu'il me laisse partir. Je n'ai que peu de temps ici devant moi. J'aimerais vous dire toute la vérité. Sachez que je suis la femme de cet homme. Il n'est pas anglais, mais russe. Pourquoi t'accroches-tu autant à cette existence insignifiante, Sergei?
Elle a fait du mal à tant de gens, et du bien à personne. Pas même à toi qui en es si fier. Tu avais 50 ans, et moi, j'étais une jeune fille quand nous nous sommes mariés à Saint-Pétersbourg. J'étais follement amoureuse de toi. Plus encore, j'étais en adoration devant toi. J'étais prête à faire n'importe quoi pour te plaire, et je l'ai fait. Parce qu'en ce temps-là, tu étais ce que j'avais de plus précieux. Mais nous étions des réformateurs, des nihilistes, et nous entrions dans une période de trouble. Où est Sergei? Tu peux l'oublier, Anna. Ton mari nous a trahis. Non. C'est la vérité. Nous avons été trahis. Et nous avons tous été arrêtés sur ta déposition. Certains d'entre nous eurent droit à la guillotine, et d'autres, plus chanceux, à la Sibérie. Après 20 ans de réclusion, ils m'ont relâché. Et toi, avec cette récompense qui aurait dû te brûler les mains, tu es venu en Angleterre vivre paisiblement, sachant très bien que si par malheur la grande fraternité te retrouvait, il ne s'écoulerait pas une semaine avant que justice ne soit faite. Tu disposes de mon sort, Anna. Tu as toujours été bonne. Mon frère aîné, Alexis, était moins véhément. C'était un homme de cœur qui détestait la violence. Il nous a écrit plusieurs lettres où il nous suppliait de renoncer à nos projets. Ces lettres auraient fait la preuve de son innocence. Mais toi, tu les as volées, tu les as dissimulées. Et Alexis a été déporté en Sibérie, où il vit encore comme un esclave. Aussitôt que j'eus accompli mon temps d'emprisonnement et retrouvé ma liberté, je me suis inquiétée de ces lettres qui représentaient le salut pour mon frère. Je savais que mon mari s'était installé en Angleterre. Et après plusieurs mois de recherche, j'ai finalement trouvé son refuge. J'ai décidé de venir reprendre ces lettres moi-même. Je venais juste de trouver les documents au moment où ce jeune homme est entré et m'a empoigné. Je l'avais déjà rencontré le matin même sur la route. Je l'avais prié de me dire où habitait le professeur Coram, sans savoir qu'il travaillait pour lui. Il a dû prévenir le professeur qu'une femme le cherchait. Le professeur, c'était bien elle. Lorsqu'il s'est écroulé, j'ai couru en prenant le mauvais couloir. Je me suis retrouvée dans cette chambre. Et toi, tu as menacé de me livrer à la police. Seulement, je t'ai prévenu que si tu faisais une telle erreur, alors ta vie ne vaudrait pas cher. Et tu as compris que si tu me dénonçais à la justice, je te livrerais à la grande fraternité.
Si, tout comme nos vies furent liées par le mariage et le bonheur, qu'aujourd'hui, nos destinées soient à jamais entrelacées par le malheur et la haine. Tu as toujours été un noble cœur, que Dieu te bénisse. C'est terminé. Ça n'a jamais commencé. Preniez vos repas dans votre chambre afin qu'elle puisse se nourrir. Et vous étiez convenu qu'après votre départ, elle quitterait cette maison en secret pour ne jamais y revenir. Ce sont les lettres de mon frère qui peuvent le sauver. Je vous en prie, déposez-les à notre ambassade. Poison. Une lettre par porteur, Monsieur Holmes. Merci, Madame Hudson. Dormez bien. D'après la force des vers, j'étais sûr que leur propriétaire était très myope et donc presque aveugle si elle en était privée. J'étais donc obligé de considérer sérieusement l'hypothèse selon laquelle elle n'avait pas bougé de la maison. Vous-même me diriez élémentaire, mon cher Mycroft. Ah, pendant que j'y pense, ne parlez pas à Watson de mon vieux grain brisé. Dites-lui que vous avez répandu la cendre de vos cigarettes ou je ne sais quoi, laissez-moi en dehors de ça. Mais pourquoi diable cette pauvre femme s'est-elle sentie obligée de mettre fin à ses jours? Elle avait accompli sa mission par dépit et désespoir, et au nom des amours mortes. Cela va de soi. Professeur, soyez certain que votre péché vous retrouvera.